nous aussi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elsa Dacosta, je suis la directrice générale de l'ONG Ashoka, la branche française de l'ONG Ashoka. Pour ceux qui ne connaissent pas Ashoka, c'est une organisation qui implore de ses voeux une transformation profonde de la société en identifiant des acteurs de changement et en essayant justement d'être dans notre thème, donc ça tombe plutôt pas mal, c'est-à-dire de pouvoir réunir cette culture de l'intérêt général qu'on appelle de nos voeux et la culture business. Donc autant vous dire que nous avons pas mal de choses aussi à raconter, mais surtout aujourd'hui ce sera l'occasion d'entendre nos 4 intervenants de haute volée. Mais avant ça, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est savoir qui on a en face de nous. Parce qu'on se demande souvent qu'est-ce que tous ces gens viennent faire à nous écouter, qu'est-ce que nous avons d'intéressant à raconter et qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour être sûr qu'à la fin, vous repartiez au moins avec quelques éléments de réponse sans avoir pour autant, pour certains, posé vos questions, puisqu'il y aura également une session de questions-réponses à la fin. Donc je vous propose de se prêter à 2 petites questions. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Merci. Si c'était non, j'étais mal dès le début. Alors, l'idée, c'est de vous qualifier un petit peu. Est-ce que certains d'entre vous sont chefs d'entreprise et réfléchissent justement à intégrer l'intérêt général dans leur culture business? C'est assez éloquent. C'est assez éloquent. Est-ce que vous avez un projet d'intérêt général et vous vous interrogez sur la structure juridique pour le porter? OK, 3. Est-ce que vous êtes chercheur en économie et justement vous travaillez sur ce thème? Mais qui êtes-vous? Vous êtes directeur RSE de votre entreprise et vous venez vous nourrir de bonnes pratiques. 3, 4, 5. Dénoncez-vous, dénoncez-vous. 6, 5 et demi. 5 et demi. En changement de poste peut-être, madame, non? D'accord. Ok, très bien. Et vous êtes évidemment fan de l'un de nos intervenants. Ben voilà, on est entre gens de bonne compagnie. C'est parfait. Alors, autre question aussi pour vous. Sur une échelle de 1 à 5, donc vous allez vous lever en fonction des numéros que je vais indiquer, 5 étant le maximum de votre indice de réconciliation scepticisme. Ah non, mais ce n'était pas facile à prononcer, hein. Concernant intérêt général et culture business, ok? 5, vous êtes très sceptique. 1, vous n'êtes absolument pas sceptique sur la potentialité de réconcilier ces 2 aspects, ok? Alors, 1, 2, ouais. Il y a des moins feignants que d'autres, hein. 3, 4. Et alors, attention, alors là, ça va être applause. 5. Ouais. Bon, c'est formidable. Ça nous permet de voir qu'on est quand même un peu dans la médiane sur cette capacité à pouvoir les réconcilier. Alors, je suis très, très heureuse de vous avoir tous les 4 avec moi pour discuter de ce thème-là. Mais avant qu'on démarre dans les questions, j'aimerais qu'à tour de rôle, vous nous rappeliez ce que font vos organisations en 3-4 phrases qui permettent d'éclairer tout le monde. Pour les fans qui sont fans de Fred, mais qui ne connaissent pas forcément Georges, ni Ariane, ni Alexandre, et vice-versa. Qui démarre? Ladies first? OK. Donc moi, je suis Ariane Delmas, je suis cofondatrice et dirigeante des Marmites Volantes. Et Marmites Volantes, c'est une entreprise de restauration engagée. On a une activité, on a un restaurant et on a une activité de livraison de petites marmites sur le marché du plateau repas pour les entreprises. Et on a aussi une activité de restauration scolaire et on nourrit des cantines scolaires tous les jours au départ d'une cuisine centrale. Et on fait ça depuis 12 ans et on a 4 engagements depuis 12 ans. Les approvisionnements responsables, la mobilité douce, on fait tout à vélo, la limitation des déchets, toutes nos activités sont dans des contenants consignés. Et enfin, l'engagement social, on peut faire de la restauration sans exploiter ses salariés. On en fait la démonstration depuis 12 ans. Et voilà, on a un statut d'entreprise SAS presque classique, quoi. Merci Ariane. Georges, Alexandre, Fred, qui prend la suite? Bonjour tout le monde. Est-ce que ça marche? Oui, non. Vous nous entendez bien ou pas? Oui. Ok. Alors, est-ce que en technique, on peut faire quelque chose pour nous? Non, on ne peut pas. Un, deux. Ok, bon. On va piquer ton micro. Je ne...
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est ici Georges Badevant. Je suis cofondateur et directeur général de Captain Cause. On est une jeune entreprise à mission et notre mission, c'est de rediriger un maximum des budgets communication, marketing qui sont au cœur des entreprises vers du budget mécénat en le rendant participatif. Donc concrètement, ce qu'on crée, c'est une nouvelle manière pour les marques de remercier, de récompenser leurs clients, leurs collaborateurs en leur offrant un don cadeau, donc un don préfinancé par l'entreprise et que chacun va pouvoir ensuite distribuer à la cause de son choix. Et donc c'est un modèle qui est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant parce que ça crée une nouvelle source de mécénat pour les associations. Ça fait très plaisir aux participants qui sont contents de distribuer des dons gratuitement et ça renouvelle la relation entre la marque et ses parties prenantes tout en représentant une alternative notamment pour des goodies ou cadeaux pas forcément utiles. Donc aujourd'hui on est une petite entreprise qui a accompagné une centaine d'entreprises depuis 1 an à travers un modèle juridique qui est hybride. À la fois, on est à la fois une SAS et à la fois un fonds de dotation pour avoir le meilleur, on va dire, des deux mondes. Merci Georges. Fred ? Oui, donc Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon. Et Simplon, c'est une SAS ESUS qui est accolée à un fonds de dotation et avec une asso aussi et des filiales for profit dans 4 pays dans le monde. Et on est une des petites structures un peu emblématiques de l'économie sociale et solidaire et des modèles hybrides. Et on a extrêmement des difficultés à faire cohabiter intérêt général et business en interne et en externe. Et on partage ça avec tout le monde. Et donc, voilà. Et aujourd'hui en particulier. Voilà. Merci Fred. Bonjour, Alexandre Bouchereau, donc je suis le fondateur d'Ulule. Ulule, on a 3 métiers. Le premier, qui est peut-être le plus connu, le métier historique, c'est le financement participatif. Donc on aide des gens à lancer leurs projets et à financer leurs projets. Plus de 45 000 projets ont été financés sur la plateforme. On a un second métier qui est la formation. On forme aussi des créateurs et créatrices et maintenant aussi des entreprises alors sur les thématiques de l'entrepreneuriat et de la création de projets. Et puis on est aussi distributeur puisqu'on a une boutique sur laquelle il y a 380 marques qui toutes sont sélectionnées sur des doubles critères sociaux et environnementaux très exigeants. Et le petit rapport entre tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ont été financés sur Ulule et on souhaitait leur trouver un débouché en plus, puisque le point commun entre tous ces métiers, c'est notre envie d'aider tous ceux qui veulent se bouger pour un monde plus créatif et durable à pouvoir le faire, soit en se finançant, soit en se formant, soit en consommant plus responsable. Merci Alexandre. Donc on va attaquer cette partie 1 qui est intérêt général, culture business. Je t'aime moi non plus. Georges, cette première question, elle est pour toi. Donc tu es déjà applaudi avant même d'avoir démarré. Donc c'est quand même assez génial. Ça n'arrive presque jamais. Donc quel talent. Donc tu nous as expliqué Captain Cause qui effectue ses collectes de fonds pour les associations en remplaçant les cadeaux de fin d'année partenaires et collaborateurs par des dons pour les associations. Ça paraît assez contre-intuitif de mettre en place une structure de fundraising pour l'intérêt général à but lucratif, puisque c'est quand même ce qui se passe aussi. Comment est-ce que vous faites pour gérer cette contradiction et est-ce qu'il y en a une déjà pour toi? Est-ce qu'il y a une contradiction? De quelle culture business tu viens? Alors, c'est vrai que personnellement, je trouve que le principal problème de la transition, parce que personnellement c'est ce qui m'anime, c'est d'être un acteur de la transition, c'est il faut que davantage de personnes entrent en action. Et donc, par rapport à ça, moi j'ai à cœur de défendre la vision la plus rassembleuse de la transition. Donc c'est pour ça que j'ai jamais été toujours à l'aise avec parfois les catégories de classer, de distinguer une startup nation, une économie sociale et solidaire. Je trouve que les étiquettes, c'est souvent pour disqualifier ceux qui n'ont pas l'étiquette que nous on a, avec les affreux capitalistes, les affreux zadistes, etc. Et donc, moi, le prisme que j'ai, c'est d'essayer plutôt de voir quels sont les entrepreneurs, quels sont les porteurs de projets qui ont des externalités positives et qui conçoivent en soi que leur projet va en avoir. Et parce qu'en fait, dans la manière que j'ai pu... j'ai 27 ans, et c'est vrai que tous les modèles d'entreprise que j'ai pu voir dans les années 2010, c'est aussi des modèles où il y a de plus en plus d'entreprises à impact qui arrivent. Et donc pour moi, ça a été un peu le modèle dominant que j'ai pu voir. Par exemple, Blablacar qui a 100 millions de membres et qui est dans 20 pays. Back Market qui sauve déjà des millions de tonnes de déchets électroniques chaque année, mais aussi Recommerce, Castelli, etc. Donc là, on a presque un syndrome, on parle parfois par rapport aux enjeux de biodiversité,
d'un syndrome du référentiel glissant, à savoir que en fait, ça se réchauffe et on oublie presque qu'il y a 20 ans, c'était encore moins chaud que ça l'est maintenant et que les plus jeunes générations parfois oublient que c'est encore plus chaud qu'il y a 20 ans. Mais il a aussi une version positive, ce référentiel glissant, à savoir que moi, mon modèle d'impact, ce sont des entreprises qui intègrent par conception les externalités positives dans leur modèle, parce que c'est ce qui donne du sens à son travail, c'est ce qui donne du sens à son action collective. Et donc, voilà, personnellement, c'est par rapport à ce nouveau modèle qu'on a voulu créer Captain Cause, en se disant qu'on allait prendre le meilleur du modèle SAS et start-up, à savoir de pouvoir bâtir un outil technologique de pointe, recruter les meilleurs profils, aller vite, mais aussi avoir la rigueur et le sens de l'intérêt général qu'on a avec, en l'occurrence, avoir la gestion d'un fonds de dotation, avec un modèle qui se rapproche, pour ceux qui connaissent, de celui déployé par Microdon, avec l'arrondi, etc. Voilà, et donc, voilà, ma vision personnelle, ce serait de dire que c'est un petit peu le prisme rassembleur qu'on doit avoir. Et concrètement, dans notre cas, l'idée, c'est de se dire que il faut mettre les meilleurs moyens au service de la transition. Et donc, c'est très bien si on a un projet lucratif qui fait du bien. Aujourd'hui, on est trop habitué à vouloir que lorsqu'on a un projet qui est non lucratif, il faut qu'il y ait le moins d'argent possible, que les salariés soient le moins payés possible, parce qu'il faut qu'un maximum de budget aille pour les œuvres sociales. Je ne partage pas forcément cette vision. Moi, j'ai envie qu'on ait un nouveau modèle, nouveau référentiel, où faire du bien, c'est quelque chose qui est valorisé socialement, y compris si c'est quelque chose qui derrière est lucratif. Alors merci Georges, le meilleur des deux mondes, tu disais, et je voyais Fred qui opinait du bonnet sur certains de tes propos. C'est vrai que Simplon, comme tu le rappelais en introduction, c'est une entreprise sociale emblématique de l'ESS, qui a connu plusieurs vies et plusieurs mues, qui a même failli plus avoir de vie. Puisque tu as même tendance à parler, toi, d'économie sociale et suicidaire. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, donc déjà, le premier mouvement de Simplon, ça a été de choisir son camp et d'être une start-up de l'ESS. Donc, on n'a pas hésité entre être une ONG et puis être une SAS. On s'est dit, on veut être une SAS, on veut lever des fonds, on veut avoir un maximum d'impact, on veut appliquer les méthodes des startups au monde de l'impact. Donc c'est assez proche de ce que vient de décrire, alors qu'on n'est pas dans la même génération et que c'était il y a 11 ans. Voilà. Assez rapidement, le fait qu'on s'intéresse à des publics éloignés de l'emploi, qu'on commence à développer un modèle hybride, qu'on soit mêlé à des politiques publiques, qui est une partie très importante de philanthropie dans le modèle économique de Simplon, nous a fait déraper complètement à un fonctionnement de type ONG et quasiment de type intérêt général, alors même qu'on était une SAS. Et donc ça s'est soldé par des pertes abyssales qui ont été complètement renflouées et refinancées par des actionnaires de l'ESS, des gens comme la Caisse des dépôts, comme France Active, comme le Crédit Coopératif, comme les fonds d'épargne salariale solidaire des grands groupes, sur lesquels peut-être vous avez vous-même votre propre épargne solidaire, qui sont investis donc dans Simplon. Et donc on a levé 22 millions d'euros, mais dans ces 22 millions d'euros, il y en a la moitié qui a financé des pertes d'exploitation. Et normalement, une entreprise ne peut pas faire de pertes, sauf si c'est une entreprise bizarre comme celle de Simplon. Et donc, en fait, le projet, le militantisme du projet nous a amené à être impact first. Et à la limite, l'argent, on s'en fout, la trésor, on s'en fout. On trouvera toujours des moyens de financer nos actions d'impact. Et donc, on a un énorme impact. Simplon, c'est voilà. Sauf qu'il manque un petit truc au bout, c'est qu'une SAS ne peut pas durablement perdre de l'argent. C'est pas comme ça que c'est fait. Et donc, on a été obligé de rétablir la culture interne de l'entreprise, son modèle, pour qu'on arrête de perdre de l'argent. Et donc, c'est vraiment, comme tu disais, donc on a été très start-up de l'ESS. Après, on a hacké les statuts d'une SAS avec des actionnaires extrêmement bienveillants qui nous ont permis de perdre de l'argent mais pas perdre de l'argent comme Uber perd de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout le même genre, puisqu'on n'a pas de valo, pas de... Bon, bref. Et donc là, on est en train de passer, de rétablir la barre dans l'autre sens et d'imprimer une vraie culture de business à Simplon pour qu'on puisse continuer à avoir de l'impact, mais qu'on arrête de perdre de l'argent. Ce qui est le cas depuis un petit peu plus d'1 an. Et donc, ça va continuer comme ça.
mais effectivement, c'est assez rigolo. Oui, pour être très concret aussi, quand on a préparé cette table ronde, tu as dit que c'est passé aussi tout simplement par le recrutement d'un directeur financier qui a pu faire la lumière aussi sur la manière dont la comptabilité n'était pas réalisée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément une comptabilité analytique qui permettrait justement de voir qu'il y avait une partie du budget qui était affectée directement aux pertes. Tout à fait. Donc, il faut imaginer vraiment des gens qui s'en fichent de l'argent et de la trésor, qui sont à la tête d'une SAS en hyper-croissance. Et donc, moi, je n'ai pas du tout senti qu'il fallait un CFO dans Simplon. Au bout de 3 ans, je me suis laissé convaincre qu'il en fallait un. Et la compta analytique, qui gagne, qui perd, en fait, on regardait ça en fin d'année. Et en fin d'année, il en manquait toujours un petit peu et de plus en plus. Et donc, effectivement, c'est passé par des règles de bonne gestion, de base, qui ne sont pas du tout... étrangère au monde de l'intérêt général. Le monde de l'intérêt général, c'est un monde qui est bien géré, où il y a souvent des comptes analytiques. Mais alors nous, on était complètement aspirés par notre croissance, et notre croissance masquait nos pertes, parce qu'une partie de la croissance générait aussi des pertes, mais d'investissement et de BFR, etc. Et donc le temps qu'on mette le nez dedans et qu'on mette en place une compte analytique et qu'on fasse que les gens à Simplon aient une culture financière, en partant du président, par exemple, c'est une bonne idée, ça a mis du temps. Rappelle-nous, tu es président chez Simplon. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, je suis garant de c'est l'émission important qu'on fasse et la des lumière pertes aussi sur cet aspect. Alec, merci beaucoup en tout cas de ta franchise, parce que ça aide aussi à mieux comprendre la difficulté qu'on peut avoir parfois à réconcilier ces deux mondes. Alexandre, donc on l'a dit, tu es cofondateur d'Ulule, qui a été certifié Bicorp en 2015. C'est bien cela? Très bien. Pourquoi vous avez fait la démarche de la certification et comment ça se traduit au sein d'Ulule concrètement? Alors nous, notre histoire est un peu plus simple que celle de Frédéric, parce qu'on a une entreprise, c'est une SAS, c'est la même depuis 2010. Donc on n'a pas dû jongler entre 10 structures ou que sais-je. Donc voilà, c'est une boîte, mais qui très tôt s'est rendu compte que, aussi par rapport au public qu'elle recevait, c'était important de s'engager sur des sujets sociétaux et environnementaux. Et alors moi à l'époque j'étais en Amérique du Nord, alors c'était un petit peu plus en amont là-bas, la partie Bicorp. Et ça m'a pas mal plu, à vrai dire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la philosophie à titre perso, mais ce que j'ai apprécié moi dans la certification Bicorp, c'est le côté très pragmatique. C'est-à-dire qu'on a 200 critères, il faut répondre à des questions, et on arrive avec un score. En l'occurrence, notre score n'est pas super. Alors il est suffisamment pour qu'on soit Bicorp certifié, mais on doit avoir 81, je crois, et il faut 80 pour être certifié. Donc je ne suis pas du tout en train de fanfaronner, mais par contre, on a un score, on a des mesures et on a des objectifs concrets, donc pas mal déjà qu'on a fait, évidemment. Et donc tout ça, en fait, ça guide la boîte vers des objectifs très concrets. On a passé cette certification Bicorp en 2015, on faisait partie des 20 premières boîtes en France, absolument personne ne connaissait le truc. Et 1 an ou 2 ans plus tard, on a levé de l'argent avec Citizen Capital, qui est un des premiers fonds à impact. Et donc là, on s'est retrouvés. C'était même pas prévu vraiment à la base. Mais donc avec Citizen Capital, qui a mis de l'argent en equity, en fait, sur Ulule, ça a souligné ce truc-là. C'est-à-dire qu'au sein d'Ulule, on a un double business plan. Un business plan commercial financier classique et un business plan impact. Et cette certification Bicorp, elle nous guide, elle nous oblige, parce qu'il faut la repasser en fait tous les 2 ans. Et on fonctionne beaucoup comme ça en fait. Et ça a été un gage de sécurisation de financement que d'avoir cette certification? Ah non, je ne crois pas du tout, parce que je pense que personne ne connaissait. Alors effectivement, nous en 2015, on s'était dit ouais super, on a réussi à avoir la certif, on va peut-être même pourquoi pas aller voir quelques journalistes et leur en parler. Sincèrement, tout le monde s'en foutait. Personne ne connaissait du tout, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu différent quand même. Quelques années plus tard, d'ailleurs, j'ai vu que Bicorp avait un super stand à l'étage du dessous. Mais à l'époque, tout le monde s'en foutait. Donc non, ça ne nous a pas forcément trop aidé. En fait, sincèrement, c'est une question de penser en fait la boîte qu'on veut construire avec tous les collaborateurs. Et évidemment, les collaborateurs sont hyper importants là-dedans. Moi, je suis resté quelques années en Amérique du Nord, et donc ce qui est drôle, c'est que Bicorp, c'est très, très américain, et parfois d'ailleurs avec des petits travers même dans la façon de comptabiliser certains critères. C'est très américain, et dans la culture américaine, il y a cette fameuse expression business first, où en fait, voilà, c'est le business d'abord. Et je pense que nous, on a une entreprise qui est pas business first, en fait. C'est-à-dire, on est une entreprise, on a une responsabilité aussi de rentabilité. Alors, on est rentable depuis quelques années, et c'est important. C'est une responsabilité aussi vis-à-vis de nos collaborateurs, bien sûr. Mais on est, je vais dire, pour rester dans les anglicismes, people and planet first, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui nous drive. Et à côté de ça, bien sûr, on se bat sur la rentabilité, on se bat sur des objectifs commerciaux, sur des nouveaux services, sur de l'innovation. Parce que l'ADN même d'Ulule, avec le financement participatif,
montre quand même qu'en collectif, on peut lever des projets qui peuvent être d'intérêt général, pas tous, hein, sur les projets qui sont soutenus par Ulule. Oui, pas tous, bien sûr. Alors, en fait, c'est-à-dire, mais là, on est plusieurs à avoir des métiers qui sont, on va dire, au sens large, un petit peu autour du care, donc c'est un peu particulier. Mais donc, il y a le fait que nos activités, a priori, ont quand même plutôt un impact positif à la base. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a la façon de mesurer en interne. Donc typiquement, sur le bilan carbone, on a signé le Climate Act qui nous oblige à faire un bilan carbone et à le publier, même si on a que... Aujourd'hui, c'est une équipe de 50 personnes. Donc c'est en deçà des seuils demandés par le législateur. Mais on a signé ce truc-là pour forcer le législateur à abaisser ses seuils parce qu'on pense que c'est super important que toute boîte fasse son bilan carbone. Alors bien sûr, il peut y avoir des petites contraintes quand on monte sa boîte, mais dès qu'on a 10, 15 salariés, on peut faire son bilan carbone. Et donc ça, c'est en interne. Le bilan carbone, donc objectif de réduction, etc. etc. Ouais, donc l'engagement, l'intérêt général, c'est aussi en interne, c'est pas qu'en affichage extérieur non plus. Alors, Ariane, justement, parlait d'engagement, tu l'as rappelé en introduction, les marmites volantes, il y a 4 engagements fondateurs avec justement tes fondateurs. Est-ce que pour toi, c'est facile de concilier justement l'intérêt général et la culture business, on va dire en tout cas une rentabilité plus qu'une culture business, une rentabilité. Comment ça s'est passé pour les marmites volantes ? Il y a eu des atermoiements pour les marmites volantes. Elles n'ont pas toujours volé. Non, enfin, on a volé plus ou moins haut et parfois très bas. Mais c'est à la fois difficile, mais c'est pas impossible. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça excitant comme projet. En fait, à l'origine, en 2011, quand on s'est rencontrés avec les 3 autres fondateurs, on a dit on va faire un restaurant autrement. Un restaurant où on ne travaille pas le soir et le week-end. Un restaurant où il n'y a pas de congélateur et de micro-ondes. Et puis, du coup, le modèle économique, il fallait que... et notre idée, c'était qu'on voulait créer de l'emploi pour d'autres. Parce que nous 4, on était plutôt diplômés, on n'avait pas trop de mal à s'employer, mais on avait envie de créer un lieu pour créer de l'emploi. Et donc, il fallait que ce soit durable, parce que si on crée des emplois et qu'on se casse la figure, ça n'a pas un grand intérêt. Et donc... à l'époque, on a construit un modèle économique dès le départ en disant mais si le resto est ouvert que le midi, il nous manque la moitié du chiffre d'affaires, donc on va faire de la livraison de ces petites marmites, donc ces plateaux repas qu'on livre en entreprise. Mais nous, ça nous semblait du bon sens de dire en fait un plateau repas c'est plein de déchets, puis le livreur il est là une fois, il livre le plateau, puis après voilà il a fini sa mission. Donc on a créé cette offre de marmites qui sont en fait des marmites qu'on livre avec des assiettes, des vraies assiettes en dur, qu'on dépose chez les clients, puis après on retourne les chercher, on les ramène au resto, on les lave et on les réutilise. Du coup, notre livreur, il a un job qui n'est pas juste 1 heure pour aller déposer. Il y va, il revient, il donne un coup de main au service du resto, puis après il repart. Donc nos livreurs, ils sont salariés de l'entreprise au même titre que le chef de cuisine ou que le serveur. Donc ça, c'est une création d'emploi pérenne dans lequel, pour moi, avoir de l'impact, c'est aussi créer de l'emploi. Moi, je suis chef d'entreprise, ma responsabilité d'acteur économique, c'est de créer de l'emploi. Et de l'emploi durable, au sens impact durable, mais aussi pérenne. Et aujourd'hui, on a dans l'entreprise des gens qui ont 7-8 ans d'ancienneté dans notre entreprise, qui ont progressé, qui ont grandi dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est que pour moi, l'entreprise, c'est un outil qui nous sert à créer de l'impact. Et pour ça, il faut de la rentabilité. Et bon, 12 ans plus tard, on est toujours là, on a survécu... Bon, je ne vous fais pas de dessin, la restauration depuis 3-4 ans, c'est quand même très très compliqué. N'importe quelle boîte, au bout de 3 ans, c'est compliqué. Nous, au bout de 3 ans, sur 4 associés, il y en a 3 qui ont dit en fait, moi j'en ai ras-le-bol d'éplucher des carottes et d'emplir des marmites de polenta. J'aimerais bien faire autre chose. Du coup, il y en a un qui a dit moi je veux bien rester. On est 3 à être partis de l'opérationnel. On a créé nos premiers postes salariés qui étaient pour d'autres gens. Et puis, voilà, il y en a un qui est resté à la tête de l'entreprise. À un moment, on a ouvert un 2e resto sur le même modèle. L'entreprise, elle a connu sa crise des 3 ans et ça a été très dur. Et puis, voilà, au bout de 2 ans et demi, lui, il a dit, moi, j'en ai marre. Et j'ai dit, moi, je veux bien revenir. J'étais partie salariée dans une entreprise de restauration autrement. Et du coup, je suis revenue et on a fait une transition. Et je suis revenue depuis 2018. Je suis directrice générale de cette entreprise. Et c'est vrai que l'idée d'être en fait de créer une entreprise qui est un peu sur la crête entre les engagements et la rentabilité, c'est juste pour moi indispensable. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, toute entreprise qui se crée devrait se créer avec cette ambition-là. Continuer à vouloir créer des entreprises qui n'ont aucun engagement sur le vertueux et le durable, en fait, ça ne sert à rien. Enfin, je suis assez catégorique sur cet affichage-là. Et celles qui n'essayent pas d'être sur cette ligne de crête, elles ont vocation à disparaître si elles ne se transforment pas. Donc j'ai bon espoir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se transformer. Et le succès de ce salon le démontre. Mais en tout cas, il y a la question est-ce que j'ai le droit d'exister en tant qu'entreprise ? Pour moi, on a le droit d'exister seulement si on résout une partie de ce paradigme-là. Alors, si on revient sur l'agrément ESUS,
qui est obtenu et qui est remis en question tous les ans par la législation, par le législateur. Ça a été un choix délibéré dès le départ de demander l'agrément ESUS pour les marmites volantes. À quoi ça l'engage aussi, justement, pour cette fameuse ligne de crête à être entre les deux? Et qu'est-ce que ça autorise? À quoi ça donne accès aussi? Alors, ESUS est né après les marmites volantes. Tout le monde connaît l'agrément ESUS. Qui ne connaît pas l'agrément ESUS? Alors, voilà, entreprise entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un agrément qui est décerné par le ministère du Travail. Vous m'épargnerez le DDDD, je ne sais pas, mais en gros, l'anciennement ministère du Travail. C'est un dossier, et c'est né après les marmites volantes. Donc, on ne s'est pas créé pour les US, mais pour obtenir les US, il faut 1 an d'activité. Il faut des statuts qui respectent 3 principaux axes qui sont l'encadrement des salaires, l'utilité sociale bien claire dans la définition de l'entreprise, et puis une gouvernance qui intègre les parties prenantes de l'entreprise. Donc il y a à la fois une partie juridique de qu'est-ce qui est écrit dans les statuts de la structure, mais comme il faut 1 an d'activité, il faut aussi montrer que ce qu'on fait comme activité, c'est raccord à ce qui est écrit dans les statuts, et il faut le renouveler. Donc nous, on a mis beaucoup de temps à aller le chercher parce qu'en fait, c'est un label qui a eu du mal à se faire connaître même au sein de l'ESS. La preuve donc, aussi. Et une fois qu'on l'a eu, déjà, c'est une reconnaissance d'un tiers officiel, quoi. Enfin, c'est le ministère du Travail, quoi. C'est pas une entreprise privée qui donne ça. Et ensuite, sur les financements, nous, on a fait une levée de fonds il y a 3 ans. Et il y a certains financeurs à impact qui exigeaient qu'on ait ce label pour étudier le dossier. Donc, c'est vrai que c'est une reconnaissance qui a de la valeur pour ça. Et même sur certains appels à projets de collectivités publiques territoriales, ils imposent d'avoir les US. Ça permet de mettre un filtre à l'entrée aussi. Et pour moi, et ça c'est un avis plus personnel, je pense que c'est aussi une manière de filtrer des entreprises qui sont plus ou moins sincères. Quand on écrit ce genre de choses dans ses statuts, quand on encadre ses salaires, quand on ait une utilité sociale qui doit être explicite et compréhensible par plusieurs personnes qui le lisent, en plus la gouvernance qui implique toutes les parties prenantes, il y a quelque chose de très profond dans un choix d'entreprise voilà, et qui est accessible, c'est-à-dire que c'est pas compliqué. Après, c'est une question de comment on construit son entreprise, et s'il y a des gens qui se posent des questions sur les types de structures juridiques, par exemple, on peut être ESUS, nous on est SAS ESUS, et on est un groupe avec des filiales, et il y a une holding, etc. Toutes les structures sont ESUS. Donc, mais simplement, elles le sont à leur rythme au fur et à mesure qu'elles grandissent, etc. Donc, et on peut être SARL ESUS, c'est pas lié au type de... On n'est pas obligé d'être une coopérative, quoi. Une SAS classique peut être ESUS. Merci beaucoup de ce point de législation. C'était important aussi qu'on se mette tous au diapason, parce que la loi Hamon, qui justement parlait de l'agrément ESUS, a 10 ans cette année. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est encore assez faiblement connu et utilisé par les acteurs de l'ESS. Là, on a vu qu'il y avait une espèce de volonté de contagion positive du monde de l'ESS à la culture business. Mais il y a peut-être aussi l'autre côté, les externalités positives dont parlait Georges tout à l'heure. Donc Fred, avec ton parcours, effectivement, on s'aperçoit que cette réconciliation, c'est un pax nécessaire. On disait « je t'aime moi non plus » au démarrage. Aujourd'hui, il y a un pax un peu nécessaire. Est-ce que tu dirais, toi, que ça s'impose, en fait, que justement, la perméabilité, elle se passe des deux côtés? Oui, mon cher Fred. Il y a plusieurs Fred, peut-être. Non. Comme tu as mentionné Georges aussi, j'avais un petit doute. Non, mais comme Ariane l'a dit, la rentabilité, c'est un outil. L'entreprise, c'est un cadre. Et en fait, on peut faire des choses avec un impact très, très fort en utilisant ce levier de la rentabilité. Et si Simplon avait été une étoile filante qui avait eu une super croissance et qui s'était crachée en flammes et qu'on avait déposé le bilan, en fait, je pense que ça aurait été un échec pour tout le monde, et pas seulement pour Simplon. Tous les gens qui nous ont fait confiance, tous les gens qui nous ont donné des subventions, tous les salariés. On est 350 à Simplon. Je veux dire, c'est une aventure humaine, c'est des emplois. Donc voilà. Et on a changé la vie de 30 000 personnes. On les a aidés à trouver un taf dans le numérique et tout ça. Donc en fait, si on perd trop d'argent et si on n'est pas rentable, en fait, on va dans le mur. Et donc, il n'en est pas question. Donc en fait, cette rentabilité-là, elle oblige à des changements culturels, elle oblige à des recrutements un peu différents. Pour prendre un exemple très concret, il y a 1 an, on a changé de directeur général. L'ancien directeur général de Simplon, qui a fait toute la croissance de Simplon avec moi, a fait valoir ses droits à la retraite et c'était super, et c'était prévu dans le pacte d'actionnaires, etc. Et le nouveau profil qu'on a recruté, moi j'ai été sans équivoque, et ce n'est pas mes actionnaires qui me l'ont imposé.
j'ai voulu quelqu'un qui vient du business et quelqu'un qui sait ce que c'est que la compta analytique, qui sait ce que c'est que les process, qui sait ce que c'est que l'excellence opérationnelle. Et donc, en fait, on a pris quelqu'un qui a une culture de l'ESS, mais qui est d'abord matrixé business, qui a fait Andersen Consulting, qui a fait 13 ans de Valeo et qui fait de Simplon une machine de guerre de l'impact avec la rentabilité qu'il faut pour qu'on puisse pousser cet impact jusqu'à sa limite extrême. Donc ça, voilà, pour moi, ça c'est indispensable. Après, tout le monde n'est pas obligé de recruter des gens comme ça. Mais quand j'ai présenté la nouvelle directrice générale de Simplon, qui s'appelle Véronique Sobo et qui est extraordinaire et qui fait en 12 mois, quand je vois le travail qu'elle a fait à Simplon, c'est complètement dingue. J'ai dit à toute l'équipe, bon, bah, maintenant, on va passer à l'ESS de droite. Et j'ai dit ça, mais vraiment hyper sincèrement, quoi. Donc les gens ont mis du temps à comprendre que c'était vrai, en fait. Et donc effectivement, il y a une partie des gens à Simplon qui se sont dit, mais non, moi je veux l'économie sociale et suicidaire. Je suis là pour l'impact. Je suis pas là pour faire de la thune. Bah oui, mais si tu fais pas de la thune, on meurt. Donc en fait, on fait comment? Tu continues à pas faire de l'impact? Et donc en fait, on a changé au fur et à mesure. On a discuté. À Simplon, ça discute beaucoup. Et donc, on parle de ça tous ensemble. Et donc, ça a été dur au début. Et Véronique, elle a eu des surnoms un peu bizarres au départ. Et maintenant, tout le monde a compris, en fait, quel est l'intérêt d'avoir une personne comme ça à la tête de Simplon, qui a fait un comité de direction comme un comité de direction d'une boîte du CAC, ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, tout le monde a bien compris qu'en fait, il y avait des arbitrages, oui. Mais Simplon, plus on faisait du social, plus on perdait d'argent. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, Simplon, comme on perd plus d'argent, on va chercher des gens qui sont moins difficiles à aller chercher et on va les emmener jusqu'aux entreprises, alors qu'avant, on allait chercher des gens très éloignés et on avait du mal à les placer dans les boîtes. Parce que les boîtes ne jouaient pas le jeu de recruter des gens qui étaient trop éloignés. Et en fait, on répond à une demande qui n'est pas seulement la demande du public éloigné, mais la demande du placement et de l'insertion. Et donc, en fait, on a rééquilibré ce modèle. Et maintenant, ça fonctionne vraiment super bien. Donc, nos actionnaires sont contents de ne pas avoir à nous renflouer tous les 6 mois. Et je pense que les équipes ont compris qu'en changeant une partie du système d'exploitation, sans rien changer à l'ADN, bah, en fait, on allait continuer à avoir de l'impact de manière beaucoup plus durable. Et je pense que ça a aussi ajouté un peu de sérénité à Simplon, même s'il y a une partie des gens qui ont dit bah non, on est en train de trahir notre âme. Et toi qui travailles beaucoup avec les pouvoirs publics aussi, est-ce que tu arrives à infuser cette culture de l'efficience, quelque part, auprès de ces parties prenantes-là? C'est marrant parce que je pense tout de suite à un truc. Quand on a fêté nos 10 ans, on a invité le ministre du numérique et tout ça, et on a eu des gens qui sont venus, dont François Hollande, parce que, c'est pas une histoire de politique, mais on est des bébés de François Hollande, parce qu'on est né sous la grande école du numérique et aussi avec La France s'engage. Et c'est marrant, et il y avait Axel Lemaire qui a été secrétaire d'État au numérique et tout ça. Et tous, à l'occasion des 10 ans de Simplon, ils ont dit « C'est super Simplon, faites attention à ne pas perdre votre ADN ». Et moi, ça m'a troué parce que je me suis dit « Bah non, on va faire gaffe, ouais, mais si on était mort, je veux dire, on n'aurait pas perdu notre ADN, on serait mort la tête haute, quoi. Mais on serait mort. Je veux dire, on formerait plus de gens. Donc, ouais. Je comprends bien entendu la différence entre intérêt général, donc non-lucrativité, et business, ou lucrativité limitée à l'ESUS. Parce que l'ESUS, ce qui est génial, c'est que dans le dossier dont elle a parlé, il faut qu'on démontre par un compte de résultat que le fait qu'on a une mission d'impact plombe notre rentabilité. On doit démontrer qu'on plombe notre rentabilité. Mort certaine. Ce qui est pas, parce que je comprends la lucrativité limitée. Mais je veux dire, dans les faits, si on veut avoir de l'impact, il faut juste arrêter de perdre de l'argent, quoi. Après, tout dépend où va la rentabilité tout à fait, tout à fait. Et le bénéfice dégagé par l'entreprise. C'est toujours une histoire de transparence et de circularité. Donc, aussi. Simplement, on n'a jamais versé de dividendes et on n'en versera jamais. Donc voilà, mais c'est un vrai, tu vois, c'est un vrai parti pris aussi. Ça fait partie de l'histoire, quoi. Donc c'est important de le souligner. Alexandre, on parlait d'externalité positive aussi, de comment on arrive à embarquer ces parties prenantes dans cette façon d'essayer de faire se réconcilier ou se réunir intérêt général et business. Ulule, c'est une plateforme d'intermédiation. Là, je ne dis pas de bêtises, je suis bien pour l'instant, qui met en contact des porteurs de projets et des financeurs. Dans quelle mesure tout le travail, l'ADN, la culture d'Ulule, elle arrive justement à infuser vis-à-vis de ces porteurs de projets pour les sensibiliser à l'intérêt général et les financeurs aussi pour les sensibiliser à l'intérêt général? Je pense que ça se fait à 2 niveaux. Ça se fait déjà par tout simplement une sorte de phénomène d'exemplarité. C'est-à-dire qu'un peu sur toutes les nouvelles tendances, je
pense aux épiceries zéro déchet, je pense avant ça aux espaces de coworking, je pense à tout le textile fabriqué en France, etc. Mais il y a quelques années, les gens, ils allaient voir leur banquier et évidemment, on leur ouvrait pas le crédit. Donc ils venaient chez nous en fait. Et donc il y a eu des vagues de projets comme ça. Sur le zéro déchet, c'est particulièrement fort. Alors aujourd'hui, malheureusement, les épiceries zéro déchet, elles sont en difficulté. Bon, mais à leur naissance, en tout cas, on a vu par vague une épicerie, puis deux, trois autres qui s'ouvraient en modèle par rapport à la première. Et voilà. Donc tout ça, ça a poussé assez fort sur des projets assez innovants qui, par construction, ne trouvaient pas de financement classique et par contre qui répondaient à des vraies aspirations du public, souvent sur une dimension locale. Et donc ça, c'est voilà, une des dimensions. Et l'autre, c'est ce qu'on propose, nous, comme outil en plus sur la plateforme. Donc par exemple, on a été la première plateforme de crowdfunding à proposer directement, à intégrer directement les ODD, les objectifs de développement durable, sur la plateforme. Et on s'est rendu compte que le simple fait de demander à un créateur s'il il agissait sur tel ou tel ODD, même s'il ne le faisait pas d'ailleurs, hein, mais le simple fait de lui poser la question était déjà une façon de l'acculturer. Et donc ça, c'est un exemple assez concret, mais il y en a pas mal d'autres comme ça, où on va accompagner comme ça. Alors une de nos formations, par exemple, puisque je vous ai dit, on fait aussi la formation, notre formation phare, c'est créer et lancer une entreprise à impact. Alors d'ailleurs, sur les petites choses institutionnelles, c'est rigolo parce que pour des raisons institutionnelles, elles ne pouvaient pas être financées. C'est-à-dire qu'on peut faire financer en CPF, etc. une formation, faut nous dire CPF. Compte de formation. Une formation, créer une entreprise, mais pas à impact. Parce que ce n'est pas prévu par le législateur. Donc bon, on va se battre là-dessus. Bon. Mais donc notre formation Créer et lancer une entreprise à impact, c'était une des premières du genre. Enfin, je pense que c'est une des premières du genre. Et très concrètement, en fait, elle apprend à tenir une double compta, donc commercial et impact, et puis à essayer d'identifier un petit peu tous les enjeux, les défis qui peuvent attendre un entrepreneur qui veut se lancer sur cette voie-là. Et donc, en proposant aussi ce type de formation, bah, évidemment, il y a un phénomène d'entraînement. Et puis peut-être un petit point juste sur l'interne aussi. Je sais que vous travaillez beaucoup avec les collaborateurs en interne pour continuer à ce qui est cette acculturation régulière, notamment aux ODD, mais pas que. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place pour garantir l'intérêt général aussi auprès des collaborateurs, qui sont les premiers ambassadeurs aussi du LUL. Ah bah, les collaborateurs, bien sûr, c'est le cœur du truc. Donc il y a plein de choses qu'on met en place, que ce soit sur le plan on va dire social, même si on aimerait faire encore plus évidemment, ou que ce soit aussi sur l'apprentissage et aussi avec par exemple sur la modération des projets. On a toute une formation spécifique pour modérer, pour ne pas avoir des projets racistes, haineux, etc. sur Ulule, ce qui est un gros combat en fait, hein, parce que malheureusement beaucoup de trolls qui essayent de s'infiltrer, et donc on a mis en place des méthodologies à la fois côté techno mais aussi côté humain pour accompagner ça, pour éviter ça. Et là typiquement il y a le premier niveau qui a un statement en disant nous on refuse ces projets-là, même si ça pourrait faire du business, hein, puisque malheureusement, comme vous le savez, il y a des collectes parfois sur des sujets un peu terribles qui fonctionnent très bien. Donc, on l'a vu récemment, ouais. Voilà. Donc on refuse ces projets-là, mais en plus on met en place en interne des façons de faire qui nous permettent de les identifier, de les modérer au bon endroit. Et sincèrement, quand on voit ce qu'on fait nous par exemple, et quand on voit ce qui se passe sur les grandes plateformes type YouTube, etc., Twitter n'en parlons pas, qui font rien. Sincèrement, ils font rien. Ils sont pas du tout au niveau sur ces problématiques de modération. Et ben en fait, on se dit que là aussi, on a un petit peu. Alors, je ne veux pas me porter un exemple, mais un petit peu quand même des exemples à donner pour que d'autres plateformes prennent aussi leurs responsabilités sur ce genre de sujet. Ouais, merci beaucoup, Alexandre. Ariane, j'aimerais bien revenir sur un point de ton parcours. Tu l'as dit de façon assez rapide tout à l'heure. Tu es parti 4 ans, en fait. Tu as quitté les marmites volantes pour revenir après. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous partages le constat que tu fais entre le moment où tu es parti et le moment où tu es revenu sur l'écosystème, justement, de l'intérêt général versus la culture business. Est-ce que tu as vu des transformations majeures? Est-ce que tu es positive? Quelle est ta vision sur les années qui nous attendent avec les enjeux que nous traversons? Oui, on a créé les marmites en 2012, je suis partie en 2014 et je suis revenue en 2018. Donc, entre-temps, il y a eu la loi 2014, qui est quand même le truc qui... Et d'un coup, aujourd'hui, quand on dit on est une entreprise à impact, par exemple, ça n'existe. Enfin, je suis arrivée en 2018, on disait ça avant quand ça n'existait pas, on disait on fait une entreprise autrement. Donc, il y a tout
tout un vocabulaire et du coup aussi se rapprocher les uns des autres. Déjà à l'époque, les gens disaient vous êtes une asso. Je dis, non, on n'est pas une asso, on a que des salariés, on n'a pas de bénévoles et on a la volonté, on a toujours d'avoir une entreprise qui est cohérente dans le fond et dans la forme. Donc on parlait de l'interne, c'est-à-dire nourrir des enfants avec des bons produits bio, livrés à vélo dans des bacs en inox et tout, c'est bien, mais si en interne c'est la catastrophe dans l'entreprise parce que les gens sont maltraités, ça marche pas quoi. Et donc, mais pour être bon en externe, en interne, etc., on avance lentement aussi. Donc oui, moi quand j'ai levé des fonds, on m'a dit mais t'es pas assez ambitieux sur ton business plan. Je dis non, moi j'ai fait un business plan qui est réaliste. Et bon, j'ai quand même trouvé des fonds et des financeurs qui ont accepté quand j'ai dit il est peu probable qu'on verse des dividendes. C'est pas que je suis contre, mais c'est qu'on va d'abord servir les salariés, l'entreprise, etc. Donc c'est un chemin en fait d'être engagé, d'essayer et d'allier intérêt général, engagement et business. Aujourd'hui, heureusement, je pense qu'il y en a de plus en plus. Il n'y en a encore pas assez. Moi, j'ai fait une intervention dans l'école dont je suis diplômée la semaine dernière. Il y a un des étudiants qui me dit mais pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises comme les marmites ou comme d'autres. Heureusement, il n'y a pas que les marmites. Je dis ouvrez les pages roses du quotidien que tout le monde connaît, ouvrez d'autres pages. On ne parle pas de nous. On vous parle d'entreprises, on vous parle d'entreprises qui font des levées de fonds. La levée de fonds, c'est le Graal. Non, la levée de fonds, c'est juste un moyen pour faire plus d'impact. On vous dit les EBITDA, c'est hyper important. Bien sûr, les EBITDA, c'est hyper important, mais combien on a créé d'emplois? Combien on a accueilli de stagiaires? Combien on a fait progresser ces salariés dans l'entreprise? Combien on a partagé notre savoir-faire gratuitement avec des gens pour qu'ils mettent en place d'autres restaurants impact, etc. Donc, il y a aussi la question de la réussite. Moi, on me dit souvent, alors c'est quoi la réussite pour ça? La réussite, si plein de gens réussissent autour de nous. Moi, c'est ça qui m'anime. C'est que mes salariés, ils ont l'impression de réussir à titre personnel, mais que l'entreprise, elle réussisse, puis qu'il y ait plein d'autres gens. Et donc, cet écosystème de l'ESS, heureusement, et je pense qu'il grandit, pas assez vite à mon goût, mais je pense que pour qu'il grandisse, il faut qu'on soit plus visible, il faut qu'on soit plus inspirant, qu'il y ait plus de gens qui se disent « Ah ouais, j'ai envie de créer une boîte, mais je vais créer une boîte et tout de suite, je vais me demander l'impact, l'engagement. Moi, je suis fan de musique, je voudrais monter une boîte de prod. Comment je pourrais faire pour que ma boîte de prod, elle soit quand même avec de l'engagement, quoi. Je pense que c'est indispensable pour qu'on continue, qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on représente beaucoup plus que 10% du PIB aujourd'hui, qu'on crée plus d'emplois et la démonstration qu'on est globalement des entreprises très résilientes dans l'ESS, beaucoup plus que celles qui sont dans les systèmes classiques. Donc voilà, tout ça, c'est des questions de se parler, de se raconter, de se rendre visible, avec aussi beaucoup de modestie et d'humilité. Nous quatre, je pense qu'on fait des trucs super dans nos entreprises, mais on est dans des trajectoires. On n'est pas du tout abouti, on a encore plein de choses à faire dans nos entreprises pour trouver les bons rythmes de croissance. Et je pense que ça, c'est aussi important de rester dans cette forme d'humilité. Bien sûr, on a envie d'être plus grand, mais à quel rythme et à quel prix? Et à quel prix? Et en étant vivant, parce que quand on meurt, en fait, il ne se passe plus rien, quoi. A priori, non. Alexandre, tu voulais réagir? Juste sur la partie effectivement start-up, en l'occurrence, la question des valorisations et de l'accélération des business models, ça c'est quand même un truc... parce que moi j'ai monté d'autres boîtes dans ma vie aussi, dont certaines qui sont plus classiquement techno, avec des valorisations vraiment importantes, etc. Et c'est assez spécifique, effectivement, d'essayer de prendre un chemin un peu différent, parce que ça ne correspond pas clairement à la grille habituelle, par exemple, dans le monde VC, où le critère numéro 1, ça va être de sortir la plus grosse valo possible. Et quand on voit tout ce qui se passe dans les cuisines des Uber, même les Airbnb, etc., généralement, les cuisines sont un peu crades. C'est pas celle des marmites volantes, si je puis me permettre. Justement, c'est facile. Et donc, tout ce qu'on appelle justement le growth hacking, aller chercher de la croissance en faisant des choses parfois un peu limites, etc. Moi, je connais bien. J'ai commencé le web à la fin des années 90. Donc, je vois bien comment ça fonctionne, ces trucs-là. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment différent où il faut adresser les choses différemment. Et effectivement, ça demande aussi de la patience, ce qui n'empêche pas d'avoir bien sûr beaucoup d'ambition. Nous, on en a beaucoup, mais de savoir un petit peu dans quelle course on court, aussi vis-à-vis de ces financeurs, parce que le raccourci des dernières années était quand même de leur raconter la lune, et même des projets comme Back Market, que j'adore, c'est génial ce qu'ils font comme Back Market. Mais les niveaux de valorisation par rapport à la réalité de l'activité, il y a un truc qui déconne. C'est pas possible en fait. Mais c'est une histoire d'indicateurs alors qui sont pas les bons, puisque tu parlais de qualitatif, Ariane aussi à mettre dedans, nombre d'emplois créés, de formation, de stagiaires. Donc tu veux réagir, pardon, oui, Georges? Oui, effectivement, je trouve je partage ce que vous dites et je pense que ce qui est très important, c'est de définir la réussite en tant que
en tant qu'entrepreneur et en tant qu'organisation ensuite. Et c'est pas facile parce que lorsqu'on est précisément entre intérêt général et culture business, on a un peu ce rôle qu'en sociologie on nomme marginal séquent. C'est l'individu qui a les normes et les codes de deux groupes en même temps, mais qui, parce qu'il a les codes de ces deux groupes, peut aussi faire influer ces deux groupes positivement. Alors, nous, la manière dont on essaye d'aligner cette réussite, c'est qu'on a un indicateur qui est extrêmement simple chez Captain Cause. Comme on débloque des nouvelles sources de mécénat, ce qu'on regarde chaque semaine, chaque mois, c'est le nombre d'euros qu'on a pu reverser à des associations à partir du budget qui n'était pas initialement du don. Là, cette année, on va réussir d'ici la fin d'année à atteindre déjà 1 million de volume de dons qu'on a pu générer. Et c'est ce qui nous obsède et ce que chacun dans l'équipe suit. Et ce qui donne du sens à la mission et qui derrière confirme qu'on est sur des niveaux de volume aussi qui vont nous permettre en tant qu'entreprise d'avoir une survie et bien plus. Donc ça, c'est la première chose. Et cette réussite aussi, la manière dont on la voit chez nous, c'est que c'est dans la manière dont ça va permettre d'armer d'autres personnes pour justement réconcilier encore une fois l'intérêt général et leur quotidien business. Alors nous concrètement, c'est que parce qu'on remplace des goodies ou des cadeaux d'affaires ou d'autres choses au sein des entreprises, on permet à un certain nombre de personnes d'exprimer en fait leur sensibilité à des causes, puisqu'ils vont être amenés à choisir telle ou telle cause d'intérêt général à l'occasion d'un événement, d'un séminaire, etc. Et donc, on plante une graine auprès de tout le monde, ce qui va permettre à peut-être à tout le monde de commencer à faire un premier pas qui va nous amener à réconcilier peu à peu ses convictions personnelles et son quotidien professionnel. Parce que je suis convaincu que pour réunir un petit peu ces deux cultures, il faut que chacun puisse mettre moins en sourdine ses convictions personnelles pour les amener peu à peu dans son travail, qui n'est pas un univers qui est différent en réalité des autres univers de la vie, pour que progressivement de plus en plus de personnes fassent la transition dans leur métier, dans l'organisation, etc. Et c'est là où on va pouvoir avoir un effet d'entraînement. Et c'est à peu près, je pense que tout le monde autour de la table, qui n'est d'ailleurs pas une table non, c'est le problème des tables rondes, c'est jamais rond. En fait, c'est ça. Aussi bien par les projets financés par Ulule, par les formations Simplon, par les événements où il y a les marmites volantes, chacun ça ouvre ça sème à nouveau une petite graine et on se dit ah oui, c'est vrai que y compris dans mon travail, peut-être que c'est quelque chose d'important et que je pourrais davantage développer. Il y a des solutions qui existent. Ouais, c'est l'héritage en fait un peu tayloriste de siloter toutes nos parties de vie entre le citoyen, le parent, l'employé, le bénévole, etc. Donc effectivement, mais si on revient au métier de Captain Cause, je me suis quand même posé une question parce qu'effectivement, tu en parlais, ce rôle de promoteur de l'intérêt général par le choix d'une cause, pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez, que vous essayez quelque part de convertir pour celles qui ne le seraient pas complètement. Il y a quand même un chiffre sur lequel moi je bute constamment, c'est qu'il y a 58% des entreprises en France qui ne savent pas ce que c'est que la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc est-ce que c'est pas compliqué quand on arrive avec ce type de service, justement d'acculturation en fait à l'intérêt général, de buter contre ce chiffre-là? C'est vrai que en découvrant l'univers de la RSE et du mécénat, ce chiffre-là est frappant. Et un autre chiffre aussi m'a marqué, c'est que seulement 9% des entreprises en France sont mécènes. Beaucoup des grands groupes évidemment, mais très peu des PME, très peu des ETI. Donc on a un niveau de maturité quand même sur ces sujets qui reste très faible à l'échelle globale. Et donc nous, notre approche pour justement leur permettre de découvrir, de faire des premiers pas, c'est de leur permettre à budget constant, sur des budgets qu'elles engagent déjà, du budget événementiel, du budget cadeau, du budget code promo, etc., de pouvoir les convertir dans quelque chose qui va être plus simple, parce qu'il n'y aura aucune logistique postale, d'expédition, de transport, de fin de vie à gérer, et qui va faire davantage plaisir aussi en réalité en interne. Et donc l'idée, c'est de montrer on joue sur les deux tableaux, on joue l'utile à l'agréable, et on s'appuie aussi sur quelque chose qui est extrêmement puissant, qui est le don. Et le don, c'est quelque chose où tout le monde a déjà donné. Et puis, tout le monde a aussi potentiellement, alors il faut parfois un petit peu creuser, mais tout le monde a des sujets quand même de sensibilité personnelle. Et donc c'est là où on arrive à reconnecter à
ce que les personnes pensent et aiment vraiment faire. Nous, la plupart des personnes qui sont des ambassadeurs et des ambassadrices Captain Cause dans les entreprises sont des personnes qui ont déjà été engagées parfois dans des associations et qui se disent bien sûr, moi j'aimerais beaucoup qu'on ait du budget en plus pour une association comme la mienne. Et parce que le problème qu'on résout aussi du côté des associations, c'est que les porteurs de projets associatifs passent un temps fou sur la collecte de fonds, parfois jusqu'à, pour certains dirigeants associatifs, jusqu'à 30-40% de leur temps. Et donc, l'idée, c'est aussi de leur simplifier ce temps-là. Donc ouais, c'est difficile, mais en même temps, il y a des arguments objectifs derrière, comme celui-ci que je viens de vous donner, qui en viennent à convaincre, quoi. Merci à tous les quatre. Un petit mot de conclusion, mais un seul justement. L'exercice auquel vous allez vous prêter, c'est de trouver un mot pour qualifier la réconciliation business et intérêt général. Un mot, un adjectif. Ariane, je te sens partie. T'as trouvé ? Crête. Crête. Ok, ce sera crête pour Ariane. Moi, ce sera heureux, parce que je trouve que agir rend heureux, même si c'est pas facile. Au moins, on avance. Heureux, crête. On va faire un truc, une phrase, vous allez voir. Fred, Alexandre, Fred. Ouais, mais ce sera, c'est plusieurs mots, mais c'est ODD numéro 17. Ok, partenariat. Très bien. Ok, Alexandre. Moi, ce sera sincérité. C'est sur les partenariats, le DD 17. D'accord, ouais. Merci de sincérité, parce que je pense qu'en fait, moi je suis relativement, moi je viens pas du monde de l'ESS à la base, je suis assez agnostique sur les histoires de véhicules, de tuyauterie, etc. Même s'il y a des choses passionnantes, après on rentre dans les sujets juridiques. Mais je pense qu'en fait, il y a des assos qui font pas super bien leur boulot, il y a des entreprises qui font pas bien leur boulot, et vice versa. Enfin, et voilà. Et en fait, si on se donne des objectifs clairs et qu'on sait bien les montrer et qu'on les suit, je pense que la sincérité est une valeur importante À mettre en avant. Alors, avant de passer aux questions-réponses, j'ai une question pour vous. Vous savez, au démarrage, on a établi notre échelle de réconciliation-scepticisme. Je voulais savoir si certains ont rejoint Madame, qui est partie malheureusement, mais qui était à 5, après la conversation qu'on a eue, ou qui a changé et passé de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 ou de 4 à 5. Ok. Bon, on n'a pas été méga convaincants. Alors... On a une petite mais ça elle avait pas tort, la dame. Moi, j'aurais pu me lever aussi pour 5, parce qu'effectivement, c'est aussi complètement irréconciliable aussi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de faire du business, c'est compliqué l'intérêt général, c'est compliqué de définir l'intérêt général. Donc, voilà. C'est peut-être plus clair le business. Donc, elle a raison, cette dame qui est partie. C'est pour ça qu'elle est partie, je pense. Donc, on va passer à une session de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questionneurs, des intervieweurs dans la salle qui ont un commentaire ou même un commentaire à apporter? Je sais, il est tard. Ah, alors peut-être de vous passer un micro. Attention, je vous le... Non, là. Ah, les micros sont accrochés sur les pieds. Ah oui, là, vous pouvez vous saisir d'un micro. Et chanter. C'est The Voice en cette fin de journée. Il y a 2 micros, de toute façon. Il y en a un autre derrière. Alors. Sinon, je donne le mien. Merci. Ah, super. Qui êtes-vous ? Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Anne-Laure Baudrillard et je suis à la tête... Enfin, j'ai cofondé avec 2 autres femmes un organisme de formation ESS aussi. Donc, on a l'agrément ISUS, tout ça. Et effectivement, on se pose beaucoup la question de justement cet avenir de l'ESS 10 ans après la loi. Vous parliez de l'agrément ISUS qu'il faut qu'on renouvelle, qu'on prouve. Et voilà, je voulais savoir si vous pensiez qu'il y avait un vrai avenir pour nous. Et puis, voilà, qu'est-ce que ça finalement apporte ? Enfin, nous, ça nous apporte parce que de toute façon, de base, voilà, on est ESS dans notre ADN et ça ne changera jamais. Mais est-ce que justement, voilà, vous trouvez qu'il y a quand même un avenir pour l'ESS ? Et est-ce que aussi peut-être que le législateur mette des lois, malheureusement, pour peut-être imposer des engagements concrets pour des entreprises qui ne sont pas du tout engagées là-dedans. Est-ce que ça changerait les choses ? Voilà, c'est ma question. L'avenir de l'ESS, 10 ans après avec la loi Hamon, et est-ce qu'on peut mettre des critères encore plus stricts que ceux qui arrivent de l'Europe pour contraindre les entreprises à être un peu plus vertueuses ?
Alors moi je trouve que les critères de REP ils sont pas très stricts, mais bon. Ils sont alors plus en fait, stricts qu'avant. la loi elle est toujours a posteriori, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des gens et des structures, en l'occurrence des organisations, qui fassent des démonstrations que c'est possible de faire différemment, et la loi elle vient après. Donc en fait des gens qui pensent différemment, qui après se mettent en action et qui fédèrent d'autres pour être plus en action, je pense que c'est nécessaire. Et est-ce que c'est ça l'ESS? Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait que il y a une partie de la population qui s'engage dans des organisations, qui travaillent, qui créent des organisations qui font les choses différemment. Et dans notre cas, à nous, c'est de la cantine scolaire durable, gourmande et à un prix compétitif. On en fait la démonstration. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on fait la démonstration par l'exemple que c'est possible. Et donc, quand on passe à la télé et qu'on nous dit c'est possible, je pense j'espère qu'il y a plein de parents, qu'il y a plein de mères... MAIRE, qui se disent en fait c'est possible de pas mal manger à la cantine. Et donc ils vont se poser ces questions-là, et puis peut-être que derrière il y a des législations. Il y a déjà des bouts de législation. Bon, en l'occurrence sur la législation de la cantine scolaire, Egalim 20% de produits bio et 50% de produits durables avec des labels dont on peut encore discuter, mais c'est pas l'endroit. Je suis pas sûre que la loi c'est toujours bien, mais ça suffit pas, quoi. Donc il faut qu'il y ait quand même des gens qui fassent la démonstration qu'on peut faire autrement. Former des gens qui sont chroniquement très éloignés de l'emploi, voilà, il faut qu'il y ait des structures qui le fassent pour que derrière il y ait des lois qui incitent à en faire plus. Donc moi j'attends rien de la loi, je fais sans la loi et puis peut-être que la loi suivra. Peut-être un rebond parce qu'en ce moment il y a le renouvellement de l'ESUS et ça crée une espèce de crise dans le monde de l'ESS. Vous avez le mouvement Impact France d'un côté qui est donc l'ESS de droite et d'autres gens qui disent mais non, en fait il faut faire une ESS de gauche et tout ça. Donc pour moi cette ESS là elle n'a aucun avenir. Une ESS qui s'écharpe sur des trucs comme ça au lieu de se réunir, pour moi ça n'a aucun avenir. Parce que le vrai problème, c'est ce que vous avez dit dans votre deuxième partie de question, c'est qu'il y a des gens qui continuent à faire du business en faisant n'importe quoi. Et c'est ça le vrai combat qui devrait nous rassembler. C'est pas de savoir le sexe des anges entre les ESUS qui sont un petit peu plus de gauche et les trucs de droite et le mouvement Impact France il est de droite et la Maïf c'est pas bien et tout ça. Franchement, je veux dire le capitalisme il est soudé, lui super soudé. Et nous on s'écharpe. Enfin ça n'a aucun avenir pour moi. Ah non, je vais prendre la défense de la Maïf parce que c'est génial ce qu'ils font. Mais non, mais moi aussi. Justement, j'ai pas attaqué la Maïf, c'est les gens de gauche qui attaquent la Maïf. Non, mais en l'occurrence, nous on est est de gauche, pas de gauche. Hein. On est adhérent à Impact France et pourtant je suis pas de droite, comme quoi, vous voyez, c'est possible. Mais effectivement, après il y a des petites guerres picrocolines là dans le monde de l'ESS. Bon, il y a des trucs, je sais même pas trop d'où ça vient parce que je crois qu'il y a des historiques et je respecte, j'aime beaucoup l'histoire aussi, mais il y a des très très vieux trucs et je pense que tu as raison, il faut passer un peu outre et voir plutôt ce qui nous rassemble. Il y a plus de choses à faire, je pense, en se rassemblant sur des bons sujets qu'en se faisant la guerre. Il y a de quoi faire et peu de temps. Madame. Oui, justement, c'était un commentaire par rapport à ça, sur la réconciliation. Comme vous le disiez, Frédéric, faire du profit, ça, il y a plein de boîtes qui passent leur temps à ça, avec plus ou moins de succès. Enfin, en tout cas, c'est leur driver. C'est Milton Friedman, c'est les actionnaires comme partenaires privilégiés. Donc, c'est pas réconcilier, c'est plutôt faire en sorte que ça puisse infuser éventuellement. Enfin, je pense qu'il faut quand même garder... Alors, c'est vrai, on parlait de l'ADN. Il y a des boîtes qui font du profit aussi et qui n'y arrivent pas. Donc, ça veut dire gérer d'une bonne façon. Dans votre ADN, ce qui est inscrit, c'est ce que vous avez répété, il n'y a pas de distribution de dividendes aux actionnaires et il y a normalement une rémunération, on va dire, raisonnable des financeurs. Alors cette rémunération raisonnable, elle est par rapport au financement auquel ont accès les grosses boîtes qui sont sur les marchés obligataires, c'est pas très raisonnable. Hein. Remettons les choses. Je trouve que c'est pas. Voilà. Il y a la Caisse des dépôts, il y en a certains qui soutiennent. Et puis, comme vous le disiez, il y a l'économie, il y a l'épargne salariale. Et est-ce que dans les modifications à apporter, on ne pourrait pas augmenter cette fourchette qui est aujourd'hui de 5 à 10% d'investissement socialement solidaire, qui sont une poche qui a un vrai rôle. Hein. Goldman Sachs, qui est tout sauf un philanthrope, ils ont dit que c'était une classe d'actifs particulière, puisqu'en fait, elle a un rôle d'amortisseur quand le marché action baisse, le marché obligataire baisse, comme en 2022. Et du coup, l'économie sociale et solidaire, il se trouve que ça peut être quelque chose qui fait 0. Et 0, c'est mieux que moins 30. Et même si c'est moins 1 de temps en temps et plus 1 une autre fois. Donc, je pense que c'est peut-être ce qu'il faut défendre ou peut-être demander à ce que, par exemple, tous les fonds monétaires de la place, qui charrient des milliards d'euros, qu'il y ait peut-être
Alors là, 0,01% dans l'économie sociale et solidaire. Ce qui fera pas de différence au niveau du rendement, mais qui pourra drainer des capitaux. Une réaction sur ce commentaire ? Moi, je soumettrais un truc à votre sagacité, c'est que rien qu'avec l'épargne salariale solidaire actuelle, les fonds qui gèrent cette manne n'arrivent pas à engager leurs fonds parce qu'il n'y a pas assez de projets à impact qui sont rentables. On a 12 heures. En revanche, moi, je crois beaucoup à l'intérêt général et je pense qu'il y a des causes d'intérêt général qui ne seront jamais rentables. Et il ne faut pas qu'elles soient rentables parce qu'il y a des choses qui ne le seront jamais. Aller chercher des gens hyper éloignés. Personne ne va trouver un business model magique pour sortir les gens de la rue, à l'échelle et compagnie. Et ben moi, je dirais, raquettons-les, mais en mécénat. Parce qu'après, en fonds d'investissement, je vous dis, il y a plus d'argent que de projets. Par contre, on a besoin d'un intérêt général non rentable, de droite financé. Ou de gauche, ça? Je ne sais pas, c'est d'extrême centre. D'extrême intelligence, on va dire. Il y avait une question, monsieur, vous aviez... C'est bon, on a répondu. Ah bah voilà, ok, bah formidable. Là, on anticipe, on est dans... C'est comment, Inception, non, c'est ça? Ouais. Pardon, madame, une question. Bonjour, Anne Cabotin. Moi, je dirige toute la création et innovation dans une boîte de création de parfums et d'arômes. Je voulais juste vous dire que c'était passionnant, cette conférence, super authentique. Et je suis complètement d'accord avec vous. C'est que, tous les nouveaux business models devraient intégrer la RSE, ça c'est clair. Que 2, oui, il faut faire du profit et il ne faut pas en avoir honte parce que c'est que comme ça qu'on va avoir de l'impact. Et 3, je trouve que ce qui peut aussi aider et changer la donne, c'est de voir les acteurs financiers, les fonds d'investissement, les actionnaires, qui maintenant demandent de plus en plus de comptes rendus, de reporting. Et c'est ça qui va aussi faire évoluer les entreprises. Donc, continuez, c'est super. Merci beaucoup. Une réaction? Une autre question? Je voulais juste vous donner mon ressenti parce qu'en fait, moi, je viens de l'ESS. J'ai été formée par Timothée Duverger. J'ai fini mon master il n'y a pas longtemps et justement, j'ai ressenti vraiment toujours une fracture entre ESS et RSE. Et du coup, je suis vraiment heureuse qu'il y ait ce type de conférence aujourd'hui à ProDurable. Et j'espère vraiment que ce sera l'avenir et qu'il y aura des ponts qui vont se créer entre ces deux mondes en fait, qui ont vraiment beaucoup à se donner l'un à l'autre en fait. Merci beaucoup de votre commentaire. C'était très bien. Un mot de conclusion. J'ai un peu de mal à passer derrière cette jeune fille parce que c'était quand même un joli mot de la fin. Ouais, donc je viendrai vous poser mes questions après. Madame, en bleu, vous aviez... Ok, et on se clôturera sur vous. Moi, je voulais remercier donc Ariane Delma de sa remarque sur le fait que c'était une entreprise qui était là pour employer. Je suis un peu effrayée par le Startup Nation, parce que quand on voit les startups, en fait, elles ont très peu d'employés. Alors, par contre, il y a beaucoup de profits, mais il y a très peu d'employés. Et si on se dit que c'est le modèle de l'entreprise de demain, ça nous fait quelle société? Je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose cette question-là. Et si c'est la société qu'on veut, où est l'humain dans la Startup Nation? Je vous rebondissais sur ce que... Mais ils ont une réponse à vous faire, madame, ça s'appelle le revenu universel inconditionnel. Donc, comme l'IA va tout automatiser, en fait, les gens, vous allez être payés à consommer, vous n'aurez plus besoin de travailler. Donc tout le monde travaille là-dessus dans la Silicon Valley, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et la marmotte, elle met le papier d'alu, ouais, tout à fait. Non, mais il y a un vrai sujet de représentation, en fait, de la représentation de la réussite dont tu parlais, Ariane, représentation de ce que c'est qu'une entreprise, à quoi elle sert, avec le corps social qu'elle drague aussi dans son entité. Donc, effectivement, c'est un vaste sujet. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. On n'a perdu personne, sauf madame. Et puis n'hésitez pas à aller regarder après sur les sites de ces intervenants magnifiques tout ce qu'ils font et de participer et de contribuer aussi sous quelle que soit la forme. Et les marmites volantes, c'est génial. Hein. Et Ulule aussi, et Captain Co.